Les fratries du cinéma sont aussi diverses que les cinéastes majoritaires, bien sûr, qui la jouent solo. Il n'y a d'ailleurs aucune raison que les frères Cohen imitent les Taviani ou que les Larieux s'approprient l'univers des Wachowski uniquement de par leur lien de sang. Luc et Jean-Pierre Dardenne occupent quant à eux une place singulière, leurs films restant souvent identifiables dès les premières images. Mais toutes ces fratries ont en commun d'être extrêmement soudées. Il n'est pas toujours aisé de savoir qui fait quoi, ou s'il est un frère plus attaché à la technique quand l'autre préfère travailler avec les comédiens. Mais après tout, cela relève de la chimie propre à toute équipe soudée par un même but. Concernant les Dardenne, Luc est davantage au premier plan au moment de l'écriture, même si le scénario définitif est évidemment le résultat d'un travail à quatre mains. Mais peu importe, leurs films sont invariablement au centre d'un cinéma sans concession, novateur sur le plan formel et rigoureux quant à la description d'un monde en souffrance. Les Dardenne sont belges et plus précisément wallons. Il n'est pas certain que cela ait une importance majeure dans leur façon de filmer, mais c'est évidemment fondamental quant à la description quasi ethnographique d'un territoire qu'ils connaissent intimement. Le cadre unique de leur film est en effet cette Belgique en crise, entre chômage et vertige identitaire, qui ne parvient pas à trouver une parade à la disparition progressive de son tissu industriel. C'est la force de leur cinéma de posséder cette identité, cet enracinement quasi documentaire, ce qui ne l'empêche pas d'être universel, tant les questions posées méritent de l'être dans d'autres régions du monde, à commencer par la France, bien sûr. On pourrait faire la liste des personnages enfantés par les Dardenne. Rosetta, le fils dans le film éponyme, les parents demandent de repères de l'enfant, le gamin au vélo et sa protectrice, Lorna débarquée des Balkans, la femme licenciée de 2 jours, 1 nuit, etc. Tous ont en commun de se trouver à la croisée des chemins devant des choix difficiles. Ils sont maladroits. Parfois de mauvaise foi, ils ne savent pas bien canaliser leur énergie. Ils sont à l'occasion violents, mais ils ont en commun d'avoir une force qui les anime. Quand le sol semble se dérober, il n'y a pas le choix, il faut s'accrocher, il faut vivre. Cohabitent 2 personnages principaux dans La fille inconnue qui ne se croisent que de façon furtive, à distance, mais dont le destin va être scellé à jamais. De fait, le point de départ du film, de cette rencontre, est simple. Jenny est médecin et quand en fin de journée, alors qu'elle a déjà dépassé les heures d'ouverture de son cabinet, une inconnue vient sonner à la porte, elle l'invite à revenir. On retrouvera un peu plus tard un cadavre sur les bords de la Meuse qui va s'avérer être celui de la fille inconnue. Jenny n'a commis aucune faute professionnelle, mais elle ne peut pas se débarrasser d'un pesant sentiment de culpabilité. Il y a donc 2 personnages principaux, liés de façon intime. Celui de cette fille disparue, à peine entrevue, qui va totalement disparaître dès les premières minutes du film, mais dont le souvenir va animer les pas de son alter ego, Jenny. Jenny, qui est de tous les plans, que la caméra ne quitte pas un seul instant, est paradoxalement, elle aussi, une inconnue. Elle n'est pas particulièrement taiseuse, mais elle montre pourtant qu'une petite partie de ce qui bouillonne en elle. Sa silhouette se dessine d'abord en pointillé. Et leur relation, qui finalement va s'avérer forte, qui la lie à son stagiaire, se définit d'abord par des non-dits, des sous-entendus. Jenny est d'ailleurs peut-être une inconnue à ses propres yeux, se découvrant à l'occasion de la mort de sa visiteuse du soir, dont elle va chercher à connaître l'identité. La fille inconnue est construite sur une enquête policière, mais on s'en doute, les Dardenne ne sont pas tout à fait Simenon, et encore moins Agatha Christie. Ce n'est pas la résolution de l'énigme qui les intéresse, mais plutôt la façon dont les secrets les moins avouables sont extirpés du cœur de leurs personnages. L'acte est naturellement plus médical que policier. Il faut dire que les médecins sont aux premières loges pour soupeser le poids des souffrances de ceux qui les consultent. Il n'est qu'à revoir les films qui sont consacrés à leur quotidien, La maladie de Saxe, Médecin de campagne, pour comprendre que les misères physiques se doublent le plus souvent d'un désarroi social, pour ne pas dire plus. L'enquête de Jenny va exacerber ce malaise, elle va gratter là où ça fait mal, elle va déranger tout le monde et gripper le mécanisme de ces petits arrangements souvent minables mais toujours nécessaires que les uns et les autres font avec la vie. Des ados mal dans leur peau, des adultes qui n'assument pas ce qu'ils sont devenus, des vieux qui attendent la mort, des immigrés en situation irrégulière, des prox sur le qui-vive et même des policiers qui n'aiment pas trop voir un élément extérieur se glisser dans la procédure. Mais Jenny fait ce qu'elle a à faire, c'est vital, c'est ainsi qu'elle donne un sens à sa vie.
Il faut qu'elle répare sa faute, qu'elle rende son identité à celle qui a perdu la vie après avoir croisé son chemin. Elle n'aura pas la paix tant que celle-ci n'aura pas de sépulture et son nom sur la pierre tombale. Pour que leurs personnages possèdent une vraie ossature sociale, que les comédiens se confondent le mieux possible avec ceux qu'ils incarnent, les Dardenne ont toujours veillé à ne jamais tricher avec le décor. Ils choisissent les lieux avec un soin maniaque et c'est naturellement une nouvelle fois le cas ici. Ce n'est pas par hasard que le cabinet de Jenny se trouve au bord d'une voie rapide. Son quotidien est pollué par le brouhaha des moteurs, ce qui naturellement souligne son inconfort. Mais la voie rapide incarne également ces faubourgs sans âme qui s'opposent de façon brutale au centre-ville boboisé. Pour les Dardennes, pas besoin d'être sociologue pour savoir que le lieu provoque l'histoire et nourrit les personnages. Sans cette voie rapide proche de la Meuse, pas de victimes. Sans l'attraction de ces quartiers en crise, mais qui sont néanmoins des promesses pour ceux qui n'ont rien, pas d'immigrés africaines. Nous retrouvons des parfums du silence de Lorna qui brossaient le portrait d'une immigrée des Balkans. Les films des frères ne sont pas moralistes, mais ils ne parlent que de morale. Et les personnages auxquels ils donnent vie n'existent que par leur quête d'une morale qui leur convient. C'est bien sûr leur chemin que les frères mettent en lumière. Le reste, au fond, est secondaire, ou plutôt le reste est essentiel, mais doit se plier à cette exigence première. Les Dardennes ne veulent pas démontrer quoi que ce soit, ils se méfient du didactisme et s'interdisent d'être des porte-paroles. Mais ils mettent un point d'honneur à accompagner leurs personnages sur le chemin de leur vérité propre. Ils le font avec d'autant plus d'aisance qu'ils sont aidés en l'occurrence par des comédiens exceptionnels. C'est avec bonheur que nous retrouvons ici Olivier Gourmet et Jérémy Régnier, tous deux familiers du cinéma des frères, auxquels d'ailleurs ils doivent une partie de leur succès. Mais c'est évidemment Adèle Haenel qui fascine dans un rôle taillé sur mesure. Elle avait fait la rencontre des frères lors d'un festival où l'on projetait les combattants. Le personnage de Jenny est à première vue fort différent de celui de cette jeune femme aux accents guerriers. Mais Jenny est pourtant elle aussi une combattante, obstinée, irréductible. Dans son cabinet, elle explique qu'il faut se méfier de ses émotions pour être un praticien solide. Et c'est pourtant parce qu'elle s'est mêlée de ses émotions qu'elle n'a pas ouvert à celles qui frappaient à sa porte. La gageure est en fait de faire passer par le fil de chat de l'aiguille et trouver le bon équilibre entre l'implication émotionnelle, quitte à empiéter sur des terrains où elle n'est pas la bienvenue, et une distance professionnelle qui ne permet pas de tout régler. Jenny a en fait un peu tendance à s'approprier les souffrances des autres. C'est ce que l'on appelle l'empathie. D'une certaine manière, c'est également la position des Dardennes, inquiets quant au devenir du monde, mais toujours généreux vis-à-vis des sans-grades qui peinent à trouver leur voie. Médecins des âmes, leur film nous soulage. Allô ? Oui. Ah, bonsoir. Non, non. On n'ouvre pas, on a déjà dépassé d'1 heure. Oui, excusez-moi, je devais... Bonjour, vous êtes le docteur d'avant ? Oui. Ben Mahmoud, brigade judiciaire. Il s'est passé quelque chose de grave ? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'1 heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça va nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM. Voilà, c'est elle. Je l'ai jamais vue à mon cabinet. Concernant les causes de sa mort, l'enquête avance ? Ça ne vous regarde pas, docteur. C'est nous les enquêteurs, pas vous. J'ai mis mes doigts, comme ça, sur tes tempes. Et j'ai senti ton cœur qui battait 2 fois plus vite que juste avant quand j'avais pris ton pouls. Je pense que c'est parce que tu venais de voir l'image de la fille. T'as vu quelqu'un qui la suivait ? Et c'est qui ce quelqu'un qui prétend l'avoir vue ici? Je vous accuse de rien. Ta gueule, t'as rien à lui dire, toi! Vous avez vu Brian tout à l'heure, et vous l'avez encore harcelé en lui parlant de cette fille. Alors on est venu vous demander d'arrêter de le voir et de lui parler. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom. C'est vrai, et en même temps, c'est pas vous qui l'avez tué.